Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro du 7-8 l'hebdo, 26 minutes pour revenir sur l'actualité de la semaine dans votre département, au sommaire de ce vendredi 15 novembre. Dans le cadre de ces rencontres du territoire, le département des Yvelines a souhaité mettre en avant l'équité sociale et territoriale. Avec une aide aux collégiens et aux quartiers, nous avons suivi Pierre Bédier à Plaisir. 2 projets présents dans les Yvelines ont été retenus finalistes pour le prix Google Impact Challenge. Nous recevrons en plateau la responsable du centre yvelinois de Webforce 3 qui nous présentera l'un de ces projets, Andy for Change. Le projet de règlement local de publicité intercommunale voté, le premier anniversaire des Gilets jaunes, Chamonix qui fait concurrence à la colline d'Elancourt pour les Jeux Olympiques 2024. Nous ferons le tour de ce qui a rythmé les Yvelines cette semaine. Le collectif Résistance à l'agression publicitaire a interpellé les élus du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines jeudi soir. En effet, le projet de règlement local de publicité intercommunale était inscrit à l'ordre du jour. Dans la semaine, le collectif a remis une pétition signée d'1 millier de personnes au rapporteur du projet Grégory Garestier. Il s'oppose notamment à l'autorisation d'installation d'écrans numériques publicitaires. L'agglomération a réalisé une longue concertation depuis l'évocation de ce projet en 2018 et prend en compte la volonté de protection de l'environnement des habitants. Le projet a donc été voté avec 41 voix pour 8 contre et 16 abstentions. Et une enquête publique sera menée au mois de mai avant l'arrêté définitif du règlement. Réaction au micro de Nicolas Dandry. Il y a des choses qui ont progressé dans le règlement entre ce qui nous avait été proposé l'année dernière et ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des choses qui ont progressé, mais il y a des choses qui pourraient être encore mieux. Les écrans numériques, on vient d'en parler. L'extinction du mobilier urbain la nuit, par exemple, qui pourrait très bien, après les passages des bus, les abris de bus n'ont plus besoin d'être éclairés. Les différentes installations de sucettes dans la ville pourraient aussi être éteintes la nuit. On a trouvé un juste milieu, je pense. Il faut penser à la qualité de la vie, à tous ces panneaux qui sont sur les routes. Bon, puis en même temps, il ne faut pas pénaliser les entreprises, surtout à Saint-Quentin. On a 17 000 entreprises. Voilà, il faut. Soit on a à peu près trouvé un équilibre. Le département, par l'intermédiaire de son président Pierre Bédier, poursuit ses rencontres du territoire. Après une première menée à Rambouillet autour du soutien aux communes, le déplacement portait cette fois sur l'équité sociale et territoriale, à travers l'aide aux collégiens et aux quartiers, Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. La culture, enjeu d'égalité pour le département. Les Yvelines remettaient hier un chèque de 3 000 € aux équipes pédagogiques du collège Plaisir-Roi Blaise Pascal. Un montant qui se traduit par des cartes lire pour le futur salon Histoire de lire de Versailles. Nous savons tous que l'origine famille, l'origine sociale des familles détermine souvent les parcours des élèves, pas toujours, mais c'est souvent le cas, bien entendu, et on le sait depuis de nombreuses années. Les élèves ne vont pas à Paris, par exemple, ne vont pas à Versailles. Si nous n'avons pas des projets à leur proposer, ils n'y vont pas. Donc, voilà, tous ces projets font que nous pouvons les accompagner, puisque sans financement, le collège serait fort démuni. 160 millions d'euros sont consacrés aux collèges publics et privés du département. Comme 19 autres établissements, Blaise Pascal est inscrit en réseau d'éducation prioritaire. Nous souhaitons que les collectivités aujourd'hui aient toutes les mêmes apports positifs pour pouvoir avancer. On a des collectivités qui sont mieux dotées que d'autres, on a des collectivités plus en difficulté que d'autres. En tout cas, on a aujourd'hui la nécessité et le besoin d'avoir cet accompagnement-là du département, et je crois que le département cherche à trouver une capacité pour accompagner, que ce soit la ruralité, que ce soit les villes qui sont encore en transformation. C'est un canton dont les villes sont encore en devenir parce qu'elles ne sont pas stabilisées. Elles ne sont pas stabilisées. Une ville comme Versailles est une ville achevée. On la retouche à la marge. Plaisir, c'est une ville qui se construit encore. Plaisir a une originalité, c'est qu'il y a un quartier d'habitat social qui est en plein centre-ville. Ça n'existe dans aucune autre ville des Yvelines. Un quartier social qui s'est vu doté d'une enveloppe de 65 millions d'euros pour une rénovation en profondeur. Les travaux au Valibou doivent commencer en début d'année 2020. Un forum d'entreprise à l'Estaca, l'école d'ingénieurs basée à Montigny-le-Bretonneux, l'organisait de jeudi à vendredi à destination de ses étudiants en fin de cycle, ceux en 4e et 5e année. Stand, conférences et speed networking, une trentaine d'entreprises étaient présentes. Le but, les aider dans leurs projets professionnels et rencontrer les acteurs de leur secteur, les transports, avec la finalité de trouver un stage ou un emploi. Propos recueillis par Nicolas Dandry. Il y a un objectif vis-à-vis des étudiants comme un objectif vis-à-vis des entreprises. C'est vraiment cette rencontre gagnant-gagnant
Les entreprises ont besoin de recruter des talents. Et les talents ont besoin d'être recrutés, de savoir un peu de quoi sont faites les entreprises. Donc c'est un endroit qui est assez convivial et assez peu formalisé, où on peut rentrer en direct avec soit les RH, soit des alumni des différentes entreprises qui permettent de sentir, j'allais dire, sentir l'un l'autre pour voir s'il y a une appétence possible. Depuis plusieurs années, Google organise un prix qui récompense un projet inclusif lié au numérique, le Google Impact Challenge. 10 projets sont retenus finalistes et soumis au vote du public, puis d'un jury. Le grand gagnant peut remporter jusqu'à 600 000 € et un accompagnement pour la réalisation de son projet. Pour la session 2019, le vote du public est clos et nous connaîtrons les noms des 4 gagnants le 19 novembre lors d'une cérémonie. Parmi les 10 finalistes, Webforce 3 pour son projet Andy for Change. Marie-France Palomba, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable du centre Webforce 3 Yvelines. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette structure Webforce 3 ? Alors, Webforce 3 est né en 2014. C'est un centre de formation qui est dédié au numérique. Le numérique, c'est 80 000 emplois qui ne sont pas encore pourvus. Donc, notre président, Alain Assouline, a créé Webforce 3 en 2014 et c'est dédié à l'inclusion, afin que tout le monde puisse se former au métier du numérique, puisqu'il est porteur de différents métiers. Donc sur les Yvelines, j'ai 2 antennes, une au Mureau, une à Trappes, mais en tout nous sommes quand même 50 écoles déployées à l'étranger, notamment Mayotte, la Guadeloupe et dans toute la France, Paris, donc Lille, Lyon, le Sud, le Sud-Ouest, 50 écoles pour répondre aux besoins du numérique de tous les publics, des personnes en reconversion, des autodidactes, des étudiants. L'insertion est bonne après cette formation ? On a 90% de sorties positives de nos stagiaires vers des CDD, des CDI, vers l'entrepreneuriat, le freelance ou bien le contrat en alternance. Et donc j'en viens au prix, donc ce prix auquel vous avez participé avec le projet Andy for Change. Est-ce que vous expliquez un peu en quoi cela consiste ? Alors on a répondu donc cet été à ce concours puisqu'on s'est fait un constat. Nous on a déjà formé 50 personnes handicapées dans nos sessions et nos sessions spécifiques, Paris, Lille, Lyon, le 94. Ça représente 75% de CDI à la clé. Donc on s'est dit il y a énormément de personnes, des milliers de personnes handicapées qui n'ont pas d'emploi. Donc nous on peut adapter des formations. Donc on a répondu à ce concours. Nous sommes donc ravis et fiers d'être finalistes. Et on a donc conçu une formation adaptée, accessible et pour que tous les handicapés réussissent. Donc ce sera, que je vous dise pas de bêtises, 1000 personnes formées de façon verrouillée avec un ancrage mémoriel et donc en face-à-face pédagogique. Ils auront aussi du replay et de la formation à distance pour vraiment que tous les handicapés puissent bénéficier de cette formation. Et qui pilote le projet ? Alors, le projet est piloté par l'équipe Webforce 3, donc qui est vraiment tout ce qui est projet inclusif, c'est vraiment l'ADN de Webforce 3. Donc, on a une équipe en pédagogie, on a 2 directeurs généraux, on a notre président, et nous allons donc sur chaque site pouvoir former et monter des classes dédiées à ces handicapés. Alors, vous disiez que vous étiez parti du constat que les personnes en situation de handicap recherchent de l'emploi. En France, elles sont plus de 500 000 personnes aujourd'hui. L'inclusion handicap dans les entreprises a justement fait l'objet d'un manifeste cette semaine lors du Salon du handicap. Une centaine d'entreprises françaises l'ont signé. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, c'est une bonne nouvelle puisqu'on ne peut pas former si on n'a pas d'entreprise derrière. On est vraiment lié au monde de l'entreprise. Donc il y a de la place dans le numérique. On l'a vu sur nos personnes donc RQTH qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Ça mène à de l'emploi. 75% d'insertion, de sorties positives, c'est énorme. Mais effectivement, il faut qu'on ait les entreprises. Donc si l'État donne des avantages et favorise ces entreprises qui vont accueillir des handicapés, eh ben voilà, on pourra faire plus que ça. Ouais, s'il faut gagner le Google Impact Challenge, qu'est-ce que ça change ?
Ça change, ça nous donnera la possibilité. Nous on pense vraiment aux stagiaires qu'on va former. On a vraiment des groupes hétérogènes avec des vécus. C'est une vraie richesse. Donc pour nous, ce qui va changer, c'est de pouvoir plus facilement monter ce genre de formation. Puisqu'on le sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on pourrait faire plein de choses. Mais voilà, si on n'a pas le financement, ce sont des projets qui végètent. Très bien, merci Marie-France Palombard d'être venue sur notre plateau. Donc on vous souhaite bonne chance pour le 19 novembre. On croise les doigts. On va regarder ça attentivement. Je précise quand même qu'un autre projet présent dans les Yvelines est en lice. Il s'agit de Momentum de O'Clock, des ateliers en téléprésentiel pour initier les jeunes au métier du numérique. Le 17 novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes débutait contre la hausse du prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Des revendications élargies aujourd'hui aux inégalités sociales et fiscales. Pourtant, les manifestations ont faibli dans un contexte de nombreuses grèves contre les réformes en cours comme le régime de retraite ou pour manifester un épuisement général avec par exemple les hôpitaux cette semaine. Mercredi, nous recevions 2 Gilets jaunes yvelinois pour dresser un bilan un an après. La colère est toujours présente un an après, puisqu'on n'a pas l'impression d'avoir obtenu les réponses qu'on attendait. On n'a même pas l'impression d'avoir été entendu du tout. Voilà, pour preuve, il y a un courrier qui a été envoyé à M. Macron directement le 29 octobre par Priscilla Ludowski, Fawzi Lelouch et puis d'autres personnes, demandant une rencontre avec le président pour qu'on puisse parler des revendications, notamment la plateforme du vrai débat, une plateforme où il y a eu plus d'1 million de votes. Et aucune réponse n'a été apportée à ce jour. Après 2 ans de mandat, le Conseil municipal des jeunes de Montigny-le-Bretonneux tenait sa dernière séance plénière mercredi soir. L'occasion de faire un bilan et de susciter des envies de candidature chez leurs camarades pour les prochaines élections. Dernière séance plénière pour les 18 membres du Conseil municipal des jeunes de Montigny-le-Bretonneux. Après 2 ans de mandat, ils dressent leur bilan de cette expérience citoyenne. On a mené l'Unidé, le tournoi de Toupie Bleu Bled, le rallye citoyen et on a fait toutes les commémorations du 11 novembre et du 8 mai. Un mandat qui lui a donné le goût de l'engagement, Ilan ne se représentera pas mais il compte bien intégrer un collectif de jeunes défenseurs du climat. Pour leur vie future, c'est ce qu'on disait, c'est très enrichissant et ça crée en fait une ville où chacun peut s'impliquer à sa mesure sur différents sujets et c'est plus passionnant. Le CMJ existe depuis 30 ans à Montigny-le-Bretonneux. Mener à bout des projets et s'impliquer dans la vie locale et citoyenne, c'est aussi un moyen de prendre confiance en soi et grandir entre jeunes encadrés par une coordinatrice. J'ai appris déjà à m'affirmer, parce qu'avant j'étais assez timide. J'ai pu partager mes idées avec les autres sans avoir spécialement à être coupée. On a tous pu s'entendre vraiment. Ce sont 2 années qui ont été pleines de joie, pleines de bonheur, pleines d'apprentissage et ce sont 2 années qui m'ont beaucoup plu. Manon compte bien renouveler l'expérience et présentera sa candidature pour un prochain mandat. Ouvert à tous les jeunes du CM2 à la seconde, vous avez jusqu'au 25 novembre pour remplir votre dossier et le rapporter en mairie ou au pôle jeunesse. À vous ensuite de convaincre durant votre campagne avant les élections qui se dérouleront dans les établissements scolaires de la ville du 9 au 13 décembre. On ouvre une large page cyclisme. Récemment titré champion du monde, Quentin Lafargue a réuni certains de ses coéquipiers de l'équipe de France pour former la nouvelle équipe de VCE Sky, Team Vousser. Florian Grenbeau, Melvin Landerneau et Quentin Caléron défendront les couleurs du club d'Elancourt avec pour objectif de devenir la première équipe professionnelle de cyclisme sur piste. Mathilde Demilly était au lancement. 2 phases, il y a Tokyo 2020. Bien sûr, il y a plusieurs étapes avant Tokyo. Il y a les Coupes du Monde. Il y aura les championnats du monde. Et puis après Tokyo, on aura encore les championnats de France, encore des championnats du monde, pour nous conduire jusqu'en 2024. L'apothéose doit se faire avec cette équipe en 2024 sur les terres du VCE Sky Team Vousser. On reste dans le cyclisme et dans cette perspective des Jeux Olympiques de 2024 avec cette fois du VTT. Les épreuves devraient se dérouler sur la colline d'Elancourt, point culminant de l'Île-de-France. Projet validé par le comité olympique, mais la donne a peut-être changé dans la tête des organisateurs. Le site poserait un problème environnemental et des voix s'élèvent contre le coût des travaux. Le niveau de difficulté de la colline d'Elancourt pose également des questions. La commune de Chamonix espère profiter de cette incertitude et serait candidate pour accueillir l'épreuve. On écoute les différentes réactions recueillies par Michael Midoro et Nicolas Dandry.
les JO, quand vous avez gagné une compétition, voilà, vous ne remettez pas en cause et vous ne refaites pas une deuxième compétition parce qu'il y a un copain qui aurait bien aimé aussi avoir les JO. Bon, il y a une compétition entre les communes, c'est vrai. Saint-Quentin a 4 sites olympiques, bien sûr que ça fait des jaloux. On le sait, mais on assume. En tout cas, voilà, vous inquiétez pas, c'est un très beau projet. Attendons les prochaines orientations. C'est un circuit exceptionnel. Donc c'est sûr que pour nous, pour le club, ça serait une superbe récompense. Mais je pense que Saint-Quentin-en-Yvelines ne se laissera pas faire. Et un monde du cyclisme qui est endeuillé, Raymond Poulidor est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 83 ans. L'ancien coureur cycliste était hospitalisé depuis le 8 octobre en raison d'une grande fatigue. Même s'il n'a jamais gagné le Tour de France, Poupouf, comme il était surnommé, jouissait d'une grande popularité en France. Nous l'avions rencontré à plusieurs reprises. Dernier passage en date dans les Yvelines en mars à la foire de Chatou, dédicace auprès du public. Je vous propose d'écouter un extrait et ensuite la réaction du président de la Fédération française de cyclisme basée à Montigny-le-Bretonneux. On retrace évidemment ensemble, en parole, l'ensemble de ma carrière et la conversation vient souvent avec Jacques Anquetil qui est toujours présent, ce fameux duel avec Jacques Anquetil, et toujours on me pose la question, comment se fait-il que vous n'avez pas gagné plusieurs Tours de France ? C'est une grande tristesse, c'est le sentiment de perdre vraiment quelqu'un de la famille du cyclisme, parce que Raymond Poulidor était très présent encore dans notre cyclisme à travers les représentations qu'il pouvait faire dans les manifestations, sur le Tour de France, à plein d'endroits. On avait de multiples occasions de croiser Raymond Poulidor et à chaque fois de mesurer à quel point le sport cycliste avait pu être transcendé par sa popularité. C'était juste incroyable de voir 40, 50 ans après sa carrière, comment de partout où il passait, il était toujours aussi aimé, toujours aussi sollicité et finalement toujours aussi connu. De la culture à présent, 87 sites sont aujourd'hui labellisés patrimoine d'intérêt de la région Île-de-France, un label pour préserver ces sites non protégés. Depuis le mois de septembre, Saint-Quentin-en-Yvelines en compte 3, la perspective de Martapan, Meta de Nissy-Mercado et la porte de Paradis de Piotr Kowalski. Mélanie Poquet vous les présente. Elle vous fait entrer dans Saint-Quentin-en-Yvelines depuis les années 90. La porte de Paris de Piotr Kowalski, toute proche du Vélodrome, et depuis le mois de septembre, labellisée patrimoine d'intérêt régional. Nous sommes à proximité de l'autoroute A16. Et donc l'idée des urbanistes à l'époque, plutôt que d'avoir une simple bretelle d'autoroute qui pénètre dans la ville nouvelle, l'idée était d'avoir une véritable entrée de ville, marquée comme il se doit, avec cette arche monumentale autour d'un rond-point qui permet de distribuer les différentes routes d'accès et notamment l'axe qui se dirige tout droit vers la place Pompidou. Comme la porte de Paris, 2 autres œuvres ont obtenu ce label lancé par la région en 2017. 3 œuvres qui ont un point commun, la monumentalité. C'est à la fois un label, comme je disais, de reconnaissance et qui montre que cet art public appartient au patrimoine à part entière. Il n'y a pas de... En fait, finalement, il n'y a pas de petit et de grand patrimoine. Et c'est aussi un label qui permet de mettre l'accent sur cette particularité des villes nouvelles, de l'art public au sein des villes nouvelles, qui est quand même une des caractéristiques assez fortes. 2 de ces œuvres se parlent avec un fil conducteur. La Bièvre, Meta de Nissy-Mercado, marque les débuts du canal urbain, une œuvre de 92 qui appelle celle de Martapan à Guyancourt. La perspective qui est une œuvre de transition entre la ville et la campagne. Et l'idée en fait des aménageurs à l'époque, de l'établissement public d'aménagement, était de concevoir ce circuit d'eau en l'accompagnant d'œuvres d'art. On a mis en place ce qu'on appelle une étude préalable autour de la perspective de Martapan pour en étudier la restauration future. Le label permet une aide en investissement pour la restauration et de fonctionnement pour sa valorisation. Saint-Quentin-en-Yvelines possède 40 œuvres d'art urbain. L'agglomération réfléchit à mettre en avant les œuvres du pôle Elancourt-Morpas. Une célébration onirique de la nature et du sauvage jusqu'au 17 novembre. L'esprit du cirque-plume s'empare de la scène nationale du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Les artistes présentent leur dernière saison après plus de 30 ans d'existence. Aurélie Ronze était en répétition. Une page est en train de se tourner pour le pionnier du nouveau cirque.
Après plus de 35 ans d'aventure, le Cirque Plume, originaire de Franche-Comté, joue son ultime spectacle au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Leur objectif depuis leur création, célébrer cet art millénaire à leur façon. L'idée, c'était de faire un rêve et de vivre la vie qui nous plaisait le plus, et la vie itinérante avec un chapiteau, de faire un spectacle de cirque qui nous permettrait de rencontrer toutes les classes d'âge, toutes les classes sociales, dans un spectacle qui pouvait être conçu comme un poème. Acrobatie, danse, machinois ou encore numéros comiques. Pour cette dernière saison, 15 artistes envahissent la scène au rythme des saisons et célèbrent leur amour pour la nature. On va traverser des moments de la nature, de la saison, de la forêt qui est peut-être notre inconscient à tous, de la neige ou du vent. On va traverser des soleils, on va traverser un spectacle comme ça. Derrière ce spectacle musical, acrobatique et poétique, un message écologique pour que cette nature mise à mal ne vive pas sa dernière saison. À découvrir jusqu'au 17 novembre sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Culture et musique plus précisément, pour notre retour dans les archives de la chaîne cette semaine. Ça s'est passé revient sur le premier festival électro organisé au Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux. C'était en 2017. Le prochain, dédié au genre dubstep, se déroulera le samedi 7 décembre 2019 à partir de 21h. Les vélos ont été rangés, remplacés par les platines. De dimanche à lundi, le Vélodrome national a vécu 14 heures de concert. 5 artistes et groupes se sont succédés. 3 heures de set pour Aneta, DJ, membre du Blocos, un collectif promouvant la techno. Ça sort un peu les gens de ce qu'ils peuvent voir dans les clubs, déjà. Et puis, je trouve que ça va dans la logique de la démocratisation de la techno, d'être dans des lieux aussi imposants, emblématiques pour Paris, c'est important pour nous. Dans l'aire centrale, un public venu de toute la France, Montigny-le-Bretonneux bien sûr, mais aussi Oudan, Caen, Lyon, Paris ou encore Marseille. Je viens pour m'éclater avec mes potes, taper un peu du pied et s'amuser comme on peut. Pour faire la fête. On a entendu, il y avait une soirée techno. De toute façon, il y avait des bons setters. On est venus tout de suite. On adore la techno tous, du coup on est venus pour vraiment s'éclater toute la soirée. Je voulais faire la hors-série qui était à Gare Saint-Lazare et j'ai malheureusement pas pu la faire et j'ai eu des retours de monstrueux qui étaient oufissimes. Et là j'ai vu la hors-série, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse. Succès donc pour ce deuxième rendez-vous hors série après la Gare Saint-Lazare en septembre dernier. Près de 4000 personnes ont dansé jusqu'au petit matin. On sort des Yvelines, direction le triangle des Gonesse. Après l'abandon d'Europa City, le gouvernement annonce qu'une mission doit se tenir pour définir un nouveau projet, une décision qui ne satisfait pas les élus locaux favorables au complexe de commerce et loisirs et les militants opposés à l'urbanisation de la zone. Reportage de nos confrères via Grand Paris. C'était le 7 novembre dernier. Ce jour-là, la ministre de la Transition écologique annonçait l'abandon du projet Europa City, un méga complexe de commerce et de loisirs prévu à Gonesse pour 2027. À la place, le gouvernement souhaite un projet alternatif. Une mission dans ce sens doit être conduite par Francis Roll-Tanguy, précédemment en charge du dossier Notre-Dame-des-Landes. Inacceptable pour les élus locaux. Si Europa City tel qu'il est proposé ne convient pas, peut-être qu'on peut encore travailler le sujet. Mais pourquoi tout d'un seul coup, M. Roll-Tanguy, vous avez vu, on nous dit ah, vous allez travailler avec M. Roll-Tanguy. Très bien, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a fait auparavant. On arrivait à des catastrophes quand même. Donc j'aimerais bien ne pas être mangé de la même façon. Il faut qu'il vienne ici, je le mets au défi, oui, le président de la République, de venir expliquer le sens de sa décision et de venir expliquer c'est quoi le projet alternatif. Est-ce que c'est un projet renvoyé au calendrier grec, un projet pour jamais, alors que nous avions un projet pour demain? Du côté des militants écologistes, l'abandon d'Europa City ne signifie pas la fin de leur mobilisation. Le projet devait voir le jour dans un ensemble plus vaste,
Une zone d'activité de 280 hectares desservie par la ligne 17 du Grand Paris Express. On continue à être présent un dimanche sur deux ici sur le terrain pour empêcher le démarrage du chantier de la gare. Il est impensable pour nous de démarrer le chantier de la gare puisque le projet que l'on souhaite, c'est le projet connu maintenant sous le nom de projet Karma, qui est le maintien de l'agriculture au service de la population d'Île-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur des images fortes de l'exposition des œuvres de Naja Al-Boukaï, professeur de dessin syrien dans le cadre de la Semaine des écrivains emprisonnés, persécutés et empêchés. Retour de l'actualité dès lundi avec le 7-8 journal. Bon week-end sur TV78. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.